Compagnons de l'Ordre, épisode 4. Bon, allez, narrateur, on s'y met là. J'arrive. Voilà. On était où, mon petit bébert? On n'était pas bien loin. Pris par un violent mal des transports, Teuteux avait vomi partout et nos héros en sol s'étaient fait éjecter de la diligence comme des malpropres. Oh, des malpropres. Quel vilain mot. En tout cas, il me semble me souvenir que les deux jeunes avaient quelque peu agacé Étienne qui, après avoir perpétré un massacre, les avait remis sur la route, sans plus de cérémonie. Tout à fait, narrateur. D'ailleurs, les deux jeunes n'emmènent pas large. On ferait bien d'aller jeter un œil du côté de la piste. Wow! On s'arrête là pour la nuit. Bon, écoutez-moi bien, vous deux. À cause de vous, on s'est fait descendre comme des va-nu-pieds, et j'ai envoyé 7 personnes à de patresse. Je vous préviens tout de suite qu'à partir de maintenant, vous avez intérêt à filer droit si vous voulez pas que je vous mette les tripes à l'air. Bon sang, pour la réussite de notre quête, il est impératif que je maintienne mon alignement chaotique à une parfaite neutralité. Donc il est rigoureusement interdit de m'énerver, compris? Ouais, mais c'est quoi un engouffrement névralgique? Oh, un alignement chaotique, crétin. Je peux pas croire que vous en soyez encore à poser ce genre de questions. Bon, puisqu'on en est là, il va falloir que je vous explique. L'alignement chaotique, vous en avez bien entendu parler en cours. Il détermine la position que vous prenez du côté du mal ou du bien en fonction de vos actes. Imaginez un tube séparé en deux parties égales. Quand vous faites de bonnes actions, le tube se remplit du côté du bien. Quand vous vous comportez mal, ce côté se vide pendant que l'autre se remplit. Ah ouais? Mais à quoi ça sert au final? Ça sert à deux choses. Les démons majeurs qui dirigent les enfers se font continuellement la guerre dans leur royaume maudit. Ils ont donc besoin en permanence de récupérer des âmes ternies pour grossir les rangs de leur légion. Lors de votre tout dernier passage au chapitre 14, autrement dit, quand vous serez définitivement mort, si votre alignement est suffisamment dans les négatifs, vous y serez enrôlé directement. Ah, en enfer, ça craint quand même, non? Évidemment que ça craint. Le deuxième point, c'est que la position de votre alignement détermine les sorts et aptitudes auxquels vous pouvez accéder. Les démons, par exemple, ils offrent volontairement des sorts très puissants, réservés à des alignements chaotiques particulièrement mauvais, et ce, pour attirer un maximum de personnes. Ah ouais? Mais si on est complètement dans les positifs alors? Eh ben vous vous retrouverez au paradis des glandus et vous deviendrez des archanges et vous combattrez les forces du mal. J'ose même pas imaginer. Ah ouais? Mais du coup, monsieur Étienne, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que vous restiez au milieu? C'est pas un peu boiteux comme position? Tu m'en fais un beau de boiteux. Je suis l'outil d'une prophétie. Dans cette prophétie, je suis qualifié d'âme tiède. Si je veux qu'elle aboutisse, je dois m'efforcer de rester dans la neutralité. Maintenant, assez discutaillé. Allez monter le camp en vitesse, en commençant par ma tante. Je vous assurerai aussi les tours de garde, et je veux plus vous entendre. J'ai besoin de me ressourcer. Comprenez, monsieur Étienne? Ouais, mon poteau, c'est pas entendu ça. On a intérêt à assurer que je veux rester du bon côté du tube. Ah ouais, t'as raison, il faut pas rigoler avec notre enfant frénétique. Bah, je pourrais commencer par te gaver, pour que tu te remplumes un peu. T'as pas un entonnoir des fois? Bon sang, ça commence mal. Ces deux bouets me font perdre un temps considérable, j'irai 4 fois plus vite tout seul. Pourtant, j'ai pas le choix. Cet extrait des visions d'Oxane la Sourde est sans équivoque. La fille aux cheveux de feu ne pourra pas ouvrir les grandes portes toute seule. Et sa maman ne pourra pas l'aider. De nouveaux amis viendront pour ça, un sage tout triste et ses deux copains au caillou. Aucun doute possible. Je suis forcément le sage. Les deux glandus sont les copains, et le caillou c'est l'orbe. Ah bon sang, les prophéties se trompent pas et je suis condamné à trimballer ces deux débiles. Et vu comme ils m'énervent, ça va être sport pour rester neutre. Bébert? Quoi encore? Ah, tu pourrais suivre quand même. Je fais que ça, figure-toi. Je suis bien obligé de veiller à ce que tu ne racontes pas n'importe quoi. Oui, et puis je raconte ce que je veux d'abord. N'empêche, heureusement que je suis là pour les précisions. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais moi je sais. Mais je voudrais que tu éclaircisses un peu les lecteurs sur les fameuses visions d'Oxane la Sourde. Ah, Oxane la Sourde. Voilà un personnage intéressant. Il est très difficile de regrouper les récits des visions d'Oxane la Sourde, et pour cause. Cette énigmatique petite fille, qui paraît âgée de 9 ans depuis au moins 3 siècles, semble se volatiliser après chacune de ses apparitions. On trouve sa trace dans à peu près toutes les grandes villes, et toutes sortes de tavernes, auberges, au bord des chemins et trois plans. Elle se laisse facilement approcher, héberger et nourrir en échange d'histoires où se mêlent le passé et l'avenir ainsi que des événements liés à d'autres plans et d'autres époques.
Si on ajoute à cela le fait que ces livres sont retranscrits par toutes sortes d'individus dans des langues et des patois de tous horizons, on se rend compte du côté un tout petit peu insurmontable de la tâche. Un historien a pourtant passé sa vie entière à y regrouper, et ses enfants persistent à sillonner le monde pour continuer le travail. Il est à ajouter que la légende d'Oxane la Sourde est très connue à travers les trois clans. De fait, les gens qui ont la chance de la croiser notent scrupuleusement ses courtes histoires. Toutes sont consignées dans un gros bouquin poussiéreux intitulé Les versions non expurgées des visions d'Oxane la Sourde. C'est un ouvrage unique, conservé dans la bibliothèque sous la guilde des aventuriers à Paxivigus. Pas mal. Merci mon petit bébert pour ces précisions poussiéreuses. C'est malin. Pas évident tout ça. Pour l'heure, le plus important est de remonter mon alignement, parce que là, je suis déjà méchamment dans les négatifs. Bon bah voilà, il va être comme un coq en pâte là-dedans, le petit perpétuel. Qui a dit ça? Et attention à votre alignement. Ah, finissez de monter le camp, espèce d'abruti. Je vous interdis formellement de m'affubler de sobriquets grotesques. N'oubliez jamais qui est le maître. Passez-vous les tours de garde, je ne veux plus vous entendre. Je ne peux plus les supporter. Je vais en tuer un, c'est sûr. Il faut que je me retienne. J'ai besoin de ces deux misérables pour piéger Marie. Malin m'a encore mis en rogne. Bon. J'ai qu'à essayer de me calmer, sinon j'arriverai jamais à dormir. Je vais prendre le premier tour de garde. Tu veux un morceau de trompe-ton? C'est de la rombletine. C'est trop bon. Parle-moi ça. C'est d'une bonté. Normalement, on le met dans la farce. Pour les volailles. Bah dis donc, la bouffe et toi, c'est une vraie histoire d'amour. Tiens, ça me rappelle un truc. Un jour, mon père avait conclu l'affaire du siècle en achetant à un prix dérisoire 61 canards sur la grande foire d'Antrilios. Le problème, tu vois, c'est qu'au moment de partir, on s'est retrouvé marron parce que le char à bœuf était déjà rempli par-dessus les ridelles. Du coup, il a eu une super idée. En douce, il est allé chercher un druide et il a demandé d'envoûter les volailles pour les obliger à suivre ma mère partout où qu'elle aille. C'est loufoque. Mais non, pas du tout. Parce que pendant que le paternel guidait les bœufs, la mère, elle pouvait marcher à côté. Et les bestioles la suivaient. Avec le sort, on risquait pas d'en perdre une en route. C'était impeccable. Au départ, ça s'est plutôt pas mal goupillé. C'est quand ma mère a eu l'idée d'aller au petit coin, que j'ai pigé, que ça allait encore partir en vrille. Alors là, on a eu beau essayer. Impossible d'empêcher ces foutus canards de la suivre partout et de se regrouper autour d'elle dès qu'elle arrêtait. Le paternel, lui, il prend toujours tout à la rigolade, du coup il se tordait de rire. Mais comment dire, c'est devenu pesant au moment des repas, préoccupant au moment du coucher, accablant pendant les 2 jours de trajet du retour, et carrément insupportable durant la semaine qui a suivi. J'ai cru que maman allait devenir dingue. Il y avait des canards partout, dans les lits, sur les tables, on en mangeait à tous les repas, y compris le matin, mon potos. Impossible de conjurer le sort. Dans notre quartier, pendant 6 mois, on nous a appelé la famille Coin-Coin. L'histoire de dingue. Cette fois, je l'ai tue. Arrête, tu vas finir par te taire, hein. Tu vas finir par te taire. 2 heures que j'essaie de dormir, que je suis réveillé pour mon couinement débile. Vous allez finir par me foutre la paix. Une bonne fois pour toutes. Bouclez là où je vous grille comme des saucisses. Ah, vous m'énervez, éteignez-moi un petit peu. Wow. Je crois qu'on a encore abusé. Ah ouais, ça c'est pas bon pour notre alignement. Poil aux dents. Oh, c'est la chute, arrête. Allez mon potos, c'est ton tour.
Et voilà. Tu vois, c'est comme d'hab. Je m'appelle le nez dehors et crac, il pleut. Yes? Tu dors? Ah, super. Il ronfle comme un gros cochon. Punaise, qu'il fait noir. En plus, Étienne a à moitié éteint le feu de colère. Il n'y a plus de bois. J'ai trop la trouille pour aller en chercher. Je ne vois pas à 2 mètres. Ah! Saleté de fumée qui pique et qui me suit partout. En plus, ça bouge dans tous les coins. Ça grouille de partout. Punaise, je suis trempé. Puis c'est nul de monter la garde. De toute façon, si j'aperçois quelque chose, c'est que je serai déjà tellement près que ce sera trop tard. Ah, qu'est-ce que ça caille. Ah, là, on m'attaque. Hé, ça vient de partout. Aïe, 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 oh bah non, je m'étais assis sur une fourmilière. Sale bête. Ah non, là, cette fois c'est une fois de trop. De toute façon, si je me lève, je le bute. J'ai suscité un gobelin, il va l'assommer, on aura la paix. Aden Shaoa. Eh, mais non. Aïe. Et voilà. On sera peut-être attripé pendant la nuit, mais au moins, on aura la paix. Les gars, par ici, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Quel que c'est-il, mon Augustin? Oh, Clévo, à vos fourches les beaux gars. À tous les coups c'est eux. On dirait des oreilles, non? On a même une vache. Moi je dis qu'il faut se méfier des gars. Hé, il y en a un par terre. Vous croyez qu'il est mort? Ah, ils ont peut-être bien pris des nions lors de l'attaque de la diligence. Faut un coup de pique qu'on voit de quoi il ressort. Eh, avec sa capuche, on y voit point sa face à cet enfant de tisane. Aïe, me tuez pas. Régis, réveille-toi, on a de la visite. J'arrive, mon potos. Faut se méfier les gars. Approche un peu, et pas de geste brusque. Ah, les points d'ici, c'est particulier. J'avais vu cette barbe et ses cheveux longs par chez nous. Moi je dis, faut se méfier des cheveux. Moi, je dis qu'il faut se méfier des andouilles. Tu l'avais dans le pif, Ah, Lando. franchement, vous m'avez l'air bien nerveux. Il y a du danger? C'est qu'on a une diligence qui s'est fait estourbir pas plus tard que ce tantôt. Eh, on cherche les bons dieux d'enfants de chien galeux qui ont perpétré cette fourniture. Forfaiture, pareil. Qu'est-ce que c'est-il que vous fabriquez là, à dormir dehors comme des assassins? Bah, on voyage. Avec notre papounet. Ne réveillez pas, il a besoin de repos. C'est que c'est un génie, vous savez. Oh, un génie. Qu'est-ce que c'est-il que vous voulez dire? Un inventeur? Ouais, c'est un de ces gars qui font sauter les millions des honnêtes Joe. Ouais, ça doit être un de ces gars cinglés. Non, pas du tout. Notre papou à nous, c'est un super couturier. Un artiste, vous voyez? Mais alors, qu'est-ce que vous fabriquez avec une vache? La vache? Ah, bah non, ça c'est pour les caleçons. C'est vraiment dommage qu'on n'en ait plus. Je suis sûr que vous auriez adoré ça. Malheureusement, on a tout vendu à Paxivilus. Et là, on va faire une démonstration à Artemerius. Vous verriez ça. Et des vraies petites merveilles. Notre papou les fabrique avec des piles vaches. Il utilise des tétines pour faire des super petites poches. Ça y est, c'est souffle et en plus ça sent bon. Fabricant de caleçons. Eh ben dis donc. Non, sans blague, vous avez vraiment rien entendu? Ah bah non, nous on dormait là tranquille. Oh, Crébouillou, c'est un drôle celui-là. Moi je voudrais bien voir le papou Tétine. Franchement, ça doit être encore un drôle de phénomène. Un peu, oui. Vous le verriez faire la démonstration avec son caleçon sur la tête. Et les tétines qui font Moi je voudrais bien voir ça. Même s'il faut se méfier des saltimbanques. Et pourquoi non, vous avez pas fait escale à mon tripou, plutôt que de dormir dehors comme des traînes de nid? Ça peut être dangereux la forêt la nuit. Faut se méfier de la nuit. On a rien à craindre. Notre papou tétine, il est tellement balèze qu'il pourrait désarmer n'importe qui avec un pissenlit. Oh, Crébouillou, faut qu'on ramène cette attraction au village. Ah oui. Ah ouais? Il pourrait nous monter un petit spectacle. Peut-être bien même qu'il nous fabriquera des culottes en pissenlit. Eh, moi j'en veux une en ortie pour ma belle-mère. Faut se méfier des belles-mères. Il sait tout faire, je vous dis. Vous m'avez l'air d'être des bons petits gars. Si vous avez l'air d'écrire, votre Ça salaire. déguisant, vous voulez éviter le carnet. Cette fois, on dirait bien que Régis s'est assuré, comme quoi. Déjà, planquer mon épée.
me déguiser en paysan et prendre sur moi pour pas tabasser ce gros cochon de Régis qui a le culot de m'appeler Papou Tétine devant tout le monde. Me faire passer, moi, le documentaliste en chef de la guilde des aventuriers, pour un crétin de fabricant de caleçons. Je rêve, c'est l'humiliation suprême. On se concentre et on y va. Allez, on va sortir comme si de rien n'était. Tiens, le voilà réveillé. Créfu, alors c'est vous l'artiste? Bah faut croire. Comment ça se fait qu'il est tombé en forêt un coup? Il s'est passé quelque chose? On traque présentement une foutue bande de piscaillas. Créfotraille, ces boudoux d'enfants de jus de purin nous ont proprement éparpillé notre diligence. Venez donc avec nous, Papou Tétine, avec votre vache et vos gamins. Ce n'est plus en sécurité au bourg. Ça pour sûr. Oh, narrateur, Oui? t'es encore en train de mettre ce pauvre Étienne au supplice. Tu crois pas qu'il faudrait mieux qu'il dorme un peu, plutôt? Bah quoi, ils ont dormi là? Ah, tu parles. La nuit proposée à l'auberge s'est résumée en quelques heures sans rêve, dans la paille des écuries. Et j'ai bien l'impression que les deux étudiants qui y ronflent paisiblement ne vont pas tarder à être éjectés sans ménagement par notre enragé. Ah ça pourrait bien. Hé, allez, debout, on ne traîne savate. Dépêchez-vous, on part tout de suite. Rassemblez vos affaires. Mais il est quelle heure? L'heure de se dépêcher. Bougez-vous. J'ai acheté 2 chevaux pour vous. Le soleil va bientôt se lever et je veux qu'on ait quitté cette ville de débiles avant que les pecnos ne mettent le nez dehors. Je crois pas que ça irait mieux si tu lâchais ce machin. Qu'est-ce que c'est ce truc? Grouille, il est déjà parti, si on traîne on va se prendre une chasse. Hé, respire mon poteau, si tout va bien. Tu allais quand même pas à partir sans la bectance. De toute façon, fallait que je récupère Poussette. Tu as encore changé de nom? Eh, t'as peur de rien quoi. Si Étienne te voit chevaucher avec ta marmite et ta serviette à carreaux autour du cou, ça va sûrement barder. Bon, tout le monde qu'on pourrit, là. Oh, une petite boule. Oh, j'ai bon. Oh, j'en suis plus. Et ça, c'est du petit bonheur en culotte de bois. Tiens. Et ça. Ah la vache, comment est-ce que tu peux ingurgiter cette horreur au petit-déj? C'est pas une horreur, c'est du manger. Mon petit gars, des petits bons sandwichs, cuisinés avec amour et finement salé. Moi, sur des tartines frottées d'ail, c'est un pur bonheur. Ah, bonne petite chose, dis donc, narrateur, tu crois que c'est sérieux? Ah, c'est plutôt la suite qui est pas sérieuse. Ah ça, je confirme. La réponse qu'a fait Régis, rendue inintelligible par l'absorption d'une bouchée de 107 grammes, a incité le novice à tenter autre chose. Prenant son arc par l'extrémité, il a entrepris de s'en servir comme cravache pour fouetter l'arrière-train de son canasson. Scandalisé par cette atteinte inadmissible à son anatomie, ce dernier a poussé un hennissement des plus convaincants avant de se cabrer et de démarrer en trou. Étienne a à peine eu le temps de se retourner avant de voir l'andouille qui le dépassait, cramponné de son mieux au cou de la bête en furie. Ah, hé, non, il m'en va. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il lui faut? Oh non, ils vont en train de manger en plus. Ils vont m'énerver dès le matin. Hey, balance-moi cette marmite. Aide-moi à l'attraper avant qu'il se brise les os. Ya. C'est bon. Je l'ai. Ya, doucement. Wow, doucement. Là, c'est tout. Hey, il arrête pas de m'embêter, regardez, il essaie de se rouler avec sa soeur. Ah, mais ça suffit, toi, assez. Ya. Ah, mais c'est pas vrai d'être aussi empoté. Ouais, toi. Vous êtes arrêté pour manger? Ah, toi, c'est pas le moment. Allez hop, leçon d'équitation pour débutants attardés. Bon, écoutez-moi bien, et regardez ce que je fais. Tenir en selle, il faut vous positionner comme ça. Tout doit passer par les jambes. Ah bah faut avouer quand même que ça va mieux avec les explications. Même si je continue à détester les chevaux.
Tu sais qu'en saucisson, c'est pas si mauvais que ça, le cheval. Mais t'es pas fou de dire ça tout fort? Tiens, ça me rappelle une histoire. Un jour, mon père a eu l'idée de fabriquer la plus longue saucisse du monde. C'était pour faire de la réclame, tu vois. C'était marrant. Alors, on a attendu que maman soit partie rendre visite à sa mère. Et pendant que le paternel partait acheter 12 porcs, j'ai commencé à installer le matériel dans la rue, devant le magasin. Alors j'ai ouvert tout grand les portes de la grande cuisine, tu sais, celle où on prépare. Alors devant, j'ai sorti la table de travail et j'ai posé dessus le presse-saucisse à manivelle. Ensuite, j'ai ajouté les 2 autres tables pour pouvoir étaler notre charcuterie géante. Quand mon père est venu, il était accompagné de 3 amis. Il ramenait les porcs dans une charrette qui fout. Il y avait quoi dans la charrette? Un intestin de varbac. 850 mètres de boyasse mal lavée, tu vois genre. Un varbac? Ah, j'ai toujours rêvé d'en voir un. Il paraît que ça peut peser jusqu'à 11 tonnes. Oh, c'est dément. En plus, c'est l'animal le plus zen de la création. Ça pourrait démolir des villages, mais ça va tout doucement, ça rigole et ça chante. Bébert? Non, mais on les connaît, ces deux-là. On les a déjà présentés depuis longtemps. Et il faut suivre, hein. Mais non, pas eux. Faudrait que tu te fondes d'un petit topo sur les varbacs, là. Non, mais de mieux en mieux. Je fais pas les animaux, moi. Je parle du destin. Des gens importants, des héros. Et alors, c'est pas parce qu'on est gros et lent qu'on fait pas partie de la création divine, hein. T'es bien tout petit et insupportable, toi. Insupportable. Très agréable, je vous jure. Bon, les varbacs. Tout d'abord, il faut savoir que les 3 plans sur lesquels évoluent nos héros ne sont que les petits satellites d'une planète beaucoup plus importante, dont nous aurons l'occasion de reparler ultérieurement. Bien avant le premier âge, les habitants de cette terre lointaine, grâce au portail de téléportation, utilisaient ces plans comme dépotoir et comme laboratoire. Ils avaient pris l'habitude d'envoyer dans ces endroits jadis sauvages les créatures et plantes qu'ils généraient à partir de manipulations génétiques mélangées à la magie, la sorcellerie et autres activités peu avouables. Ceci leur permettait de pouvoir observer et tester leurs créations sans risquer les catastrophes inhérentes aux expériences incertaines. Les varbacs font partie de ces créatures, abandonnées par la suite sur place pour diverses raisons. Une fois adultes, ils peuvent mesurer jusqu'à 8 mètres de haut. Imaginez un corps trapu d'une bonne quinzaine de mètres de long, prolongé d'une tête d'ours aux oreilles rondes et au museau avenant. En énormément plus petit, c'est un peu le genre de pluche à laquelle on aura envie de faire un câlin. Ces créatures massives sont dotées de 6 énormes pattes, dont les antérieures, munies de 3 doigts, sont en fait des bras. Les varbacs ont la particularité de pouvoir redresser l'avant de leur corps, ce qui leur permet, lorsqu'ils en ont besoin, d'adopter la posture des centaures. En omnivores parfaits, ils sont capables d'ingurgiter absolument n'importe quoi, de la viande vivante ou morte au fourrage en passant par les arbres entiers, du sable ou des rochers. Le goût épouvantable de leur viande a probablement joué un rôle essentiel dans la survie de l'espèce, mais c'est surtout leur côté sympathique, ainsi que leur force prodigieuse qui en ont fait des familiers respectés et très convoités. Utilisées pour le levage et le transport de lourdes charges, ces curieuses créatures sont en outre capables de rire, pleurer ou chantonner, sans pour autant que leur étrange langage ne soit compréhensible. Les varbacs vivent en moyenne 150 ans et leur période de gestation dure 2 ans. Voilà qui est fort bien résumé. Merci, Bébert. J'avais pas fini, narrateur. Ah, désolé mon petit Bébert, mais après, ça fait une coupure trop longue pour l'histoire. De mieux en mieux. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Au début, tout s'est bien passé. Pendant que mon père et ses copains préparaient la chair à saucisse, je nettoyais les intestins avec mes alliés. Et Alice, c'est ta petite amie? Et plus ou moins, peu importe. L'étape suivante a consisté à enfiler toute cette boyasse en la plissant pour la tasser à mort le long d'un très long tube de métal. Il a fallu s'y mettre à plusieurs pour réussir à tout passer. Et ça n'a pas été facile, je vais dire. Quand on a été prêt, on a commencé à bourrer la chair dans la machine et j'ai tourné la manivelle. La membrane de l'intestin grêle des varbacs est tellement élastique que les 12 porcs y sont passés. C'était super. Les gens ont commencé à arriver de partout pour nous aider. La saucisse devenait tellement longue qu'il a fallu sortir de la maison tout ce qui pouvait se mettre à plat pour servir de table, tu vois. Tout y est passé. Les bancs, les portes, le miroir de la salle de bain, la planche à repasser, les guéridons, les chaises, les planches à linge, les étagères. Ça avait mis un sacré chantier chez nous, tu peux me croire. Les habitants du quartier et les autres commerçants ont apporté tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'allonger cette espèce de table immense au fur et à mesure que progressait la saucisse. Ça avait fait comme un genre de fête dans la rue. Il y avait tout plein de monde qui apportait de la viande pour bourrer la machine, avant de faire la chaîne pour allonger le boyau géant bourré de bonne viande hachée. Je crois bien que c'est à l'heure de l'apéro que ça a commencé à dégénérer. Les gars qui étaient à la préparation se sont mis à boire comme des trous et à faire les embouts. C'était délirant. Pour faire du volume avec la viande, il fourrait tout ce qu'ils trouvaient dans le pressoir. Les vieux restes de repas, les épluchures, les poules, les canards avec les pâtes et les becs, les fruits et même du poisson, mais t'imagines. En plus, ils arrêtaient pas d'ajouter de l'alcool pour donner du look, ils disaient.
De la bière, du vin, du rhum, de l'eau de vie et tout un tas d'herbes bizarres. La pauvre saucisse devenait de toutes les couleurs. C'était vraiment n'importe quoi. Et moi, je trouvais ça honteux de gâcher toute cette belle nourriture pour fabriquer un machin à manger. Mais t'étais pas à tourner la manivelle, toi? Ah bah non, parce que cette grande saucisse avait commencé à donner des idées bizarres à mes Aline. Du coup, j'avais payé la route. Mais rigole pas, c'est pas drôle. Bref, ça s'est vraiment corsé en soirée, quand ma mère, qui arrivait par une petite rue à 3 pâtés de maison, est tombée sur l'étalage qui s'étendait à perte de vue. 150 mètres plus loin, le paternel, saoul comme un cochon, ricanait bêtement avec sa bande de poivrons. De temps en temps, elle allait piquer en douce des trucs dans la maison pour les passer dans le presse-saucisse. Comme elle ne pouvait pas les voir d'où elle était, au départ, elle a trouvé ça marrant, et elle a rigolé avec les autres, qui continuaient à faire défiler le machin qui ressemblait à un verre rose quand même mal digéré. Elle a commencé à piger que tout ce bazar venait de chez elle, quand elle a reconnu un de ses sous-vêtements entortillés dans la viande sous la peau transparente. Alors là, mon poteau, ça a été la fin du monde. Je l'avais repéré de loin, tu vois, et j'ai bien cru que ses yeux allaient lui sortir de la tête. Elle a regardé les gens, puis la petite brosse à cheveux qui défilait lentement, à demi ensevelie dans la viande. Elle a attrapé une table à 2 mains, mon gars, et elle est devenue toute blanche, puis toute rouge. Elle a poussé un rugissement à vous faire dresser les cheveux tout beaux sur la tête. À ce moment-là, le gars qui était en face aurait mieux fait de pas rigoler, parce qu'elle lui a envoyé un pain le plus incroyable que j'ai jamais vu. Le type est tombé par terre, et avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, elle lui avait fracassé sur le sommet du crâne un petit guéridon qui se trouvait là. Le bazar encore. Tu m'étonnes. Après, elle l'a regardé bien dans les yeux, tous les pecnos qui reculaient sans broncher. Elle a arraché un pied au meuble, et elle a observé en le tapant dans sa main, tu vois, un peu comme pour en tester la solidité, tu vois, genre. Elle a fait demi-tour, elle est remontée vers la maison, à travers la foule qui s'écartait sur son passage. On entendait claquer ses talons comme un mauvais présage. Oh la vache, ça a dû barder. Ça, c'est rien de le dire, mon potos. Son gourdin faisait un drôle de bruit à chaque fois qu'elle l'abattait sur une tête. Ça faisait toc comme ça. Et ceux qui étaient trop souples pour avoir peur rigolaient comme des bossus. À un moment, une bonne femme a protesté parce que son mari venait de s'en prendre une par ricochet. Et du coup, paf, elle s'est ramassée une baigne. Et ça a déclenché une bagarre générale. Oh là, t'aurais vu ça. Ça volait dans tous les sens. La pauvre saucisse s'est retrouvée en bouillie parce que les gens en profitaient pour se battre avec. Il a fallu que la garde de la ville s'en mêle pour que le calme revienne. Pour là, je me suis payé la honte de ma vie, tu vois. Ma mère m'a repéré. Elle nous a ramenés à la maison en traversant toute la place devant tout le monde. Elle tenait mon père par l'oreille et moi par les petits cheveux derrière la nuque. Oh, ça fait mal. Aïe. Comme tu dis. Et c'est pas le pire. On s'est retrouvés aux épinards et aux haricots verts tous les repas pendant un mois. Une pure torture. Plus de viande, plus de dessert, plus de fromage, rien que de la verdure. En plus, le lendemain de l'accident, il s'est mis à faire une chaleur à crever. Et les bouts de saucisses, qui étaient collés partout, ont commencé à puer atrocement et à tirer les mouches, les chats pouilleux, les chiens galeux et tous les rats des alentours. Au final, on avait pratiquement plus de meubles, ça sentait la mort dans tout le quartier, on était punis jusqu'à la gauche, comme disait ma mère, mais papa trouvait encore le moyen, quand elle avait le dos tourné, de faire des petits clins d'œil avec les pouces en l'air. Sacré farceur, pas vrai? Ouais, passionnant. Allez, taisez-vous maintenant. Il doit être pas loin de 9h, le trafic ne va pas tarder à reprendre sur la route. Je veux pas qu'on nous voit, alors dès qu'on entend quelque chose, on fonce dans le sous-bois. Compris?